Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'ADP et le collectif appellent finalement leur structure à prendre part à la mise en place des démembrements de la CENI. Faut-il parler d'un revirement ou d'une stratégie politique? Élément de réponse dans ce journal. Un jeune lycéen victime de graves brûlures corporelles est décédé dimanche, une conséquence du conflit domanial qui déchire la famille Silla à Bonfi dans la commune de Matam. Et puis la défaite de l'Atlético de Coléa face à l'AS Baté Nafadji, c'est la grosse surprise en ce début de championnat de Ligue 1. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Chapitre politique, la frange de l'opposition animée par l'ADP et le collectif invite ces structures de Conakry et de l'intérieur du pays à participer à la composition et à l'installation des démembrements de la CENI. C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration conjointe de ces deux entités politiques. Alors, comment expliquer ce revirement? Élément de réponse avec Ibrahim Souriari Yansani. Contrairement à leur refus motivé de participer à la composition des démembrements de la CENI, tant que cette opération se fera sous la supervision des préfets, sous-préfets, maires et présidents de délégations spéciales, l'ADP et le collectif décident de participer désormais à l'opération. Cette décision de l'opposition guinéenne intervient, selon Aboubakar Silla, suite à un communiqué rectificatif publié le vendredi dernier par le président de la CENI. Le ministre de l'Administration du Territoire a adressé des messages aux préfets à l'intérieur du pays pour leur demander de procéder à l'installation des démembrements de la CENI. Donc nous avons dit qu'il n'était pas question pour nous d'entériner cette illégalité dans la mesure où seule la CENI est compétente pour installer ces démembrements. Le vendredi dernier, le président de la CENI a publié sur les ondes des médias de service public un communiqué qui rectifie en quelque sorte les messages adressés au préfet par le ministre de l'Administration du Territoire et qui remet les choses en bonne place dans le cadre du respect de la légalité. Donc c'est ainsi que nous avons donc décidé que nous pouvions donc dans ce nouveau contexte nous associer à cette opération d'installation des démembrements, tout simplement parce que cette fois-ci elle obéit aux principes qui sont édictés par les dispositions légales et réglementaires du pays. Il faut rappeler que l'opération de composition et d'installation des CECI, CEPI et CESPI devrait commencer le week-end dernier. Dans le même registre, manifestation de soutien au RPG Arc-en-Ciel, c'était le week-end dernier à Tobolon, dans la commune urbaine de Dubreka, une initiative à l'actif du mouvement d'Imboré avec à sa tête Aluseni Makanera Kake, membre du comité central du parti présidentiel. La démarche visait à mobiliser pour le RPG Arc-en-Ciel les populations de la localité en vue des prochaines législatives. C'est un reportage de Marie Sheila Fofana, rendu en studio par Billy Nankomakonde. C'est dans une ambiance festive que le président du mouvement d'Imboré a été reçu le week-end dernier par ses partisans du quartier Tobolon. C'est dans la commune urbaine de Dubreka. Alseni Makanera Kake a remercié les autorités de Tobolon pour leur soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé avant de demander aux populations de voter massivement pour le RPG Arc-en-Ciel lors des élections législatives. Je voudrais demander à toute la population de Tobolon de faire en sorte que, au lendemain des élections législatives, que le RPG Arc-en-Ciel soit largement majoritaire. Parce que nous savons avec lui, nous pouvons rattraper le retard de 50 ans à moins de 5 ans. Situé à près de 43 km de Conakry et 7 km du centre-ville de Dubreka, le quartier de Tobolon est confronté à d'énormes difficultés et demande de ce fait l'aide du chef de l'État. Le manque d'infrastructures à l'usage public tels que postes de santé, terrain de sport, maison des jeunes, collèges de proximité. Sollicitons notre branchement au réseau d'alimentation d'eau de Guinée sec, l'augmentation du nombre de transformateurs électriques ainsi que les lampadaires. Le maire de la commune de Dubreka a, pour sa part, réaffirmé la volonté du président de la République à faire face aux inquiétudes de la population de Tobolon.
Tout ce que vous venez de demander, le professeur Alpha Condé vous l'accorde. 6 projets de construction d'écoles vont être réalisés à Tobolong. 3 usines de ciment sont en construction. Vous devez savoir, vous, enfants de Tobolong, que tous ceux qui ne travaillent pas auront l'emploi dès le lancement de ces usines. Vous serez tous engagés, mais à condition que vous acceptez de vous former. Le président du mouvement Dimboré s'est prêté au rythme des sonorités des artistes présents à la cérémonie. Des prières pour la paix et la cohésion sociale en Guinée ont mis fin à cette manifestation. Début ce lundi de l'atelier de partage et de validation des outils de pilotage du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. La rencontre se tient au Palais du Peuple. Elle vise à renforcer les capacités des secrétaires généraux des départements et institutions républicaines dans la mise en œuvre du processus de réforme engagé par l'État. Fanta Conté. Passer d'un État artisanal à une administration moderne, telle est l'ambition affichée par les autorités de la Troisième République. Pour matérialiser cet idéal, l'État a engagé depuis 2012 un vaste processus de réforme et de modernisation de l'administration guinéenne. D'où la tenue de ce présent atelier de partage axé sur la validation des outils de pilotage du programme de réforme pour faire d'eux de véritables outils de développement capables d'apporter des réponses appropriées aux défis du développement économique, à la demande sociale et aux attentes des citoyens. Il s'agit de favoriser l'émergence d'une vision partagée du contexte, des perspectives et des enjeux de la réforme. Développer chez les participants une attitude d'ouverture face aux transformations associées à un tel projet. Et enfin, susciter une réflexion sur le rôle que les ministres et les hauts fonctionnaires peuvent jouer dans la conduite du changement à opérer. Le système des Nations Unies en général et le programme des Nations Unies pour le développement en particulier ne ménageront aucun effort pour soutenir cette entreprise. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des secrétaires généraux des départements ministériels et institutions républicaines dans le domaine de la mise en œuvre du processus de réforme. C'est pourquoi, en présidant cette cérémonie d'ouverture, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a exhorté les participants à une synergie d'action pour faire de la réforme une réalité et non un rêve. Je souhaite que le président atelier soit l'occasion aussi de développer un petit programme à 0 francs entre les secrétaires généraux et d'essayer la mise en œuvre de ce programme et de vous retrouver régulièrement pour l'évaluer. Au terme des 4 journées de travaux, les résultats attendus sont entre autres le partage des contenus des 3 documents de mise en œuvre du PREMA par l'ensemble des départements ministériels ainsi que leur validation. Justice dans cette édition, ouverture du procès des présumés auteurs de la tentative de détournement de 13 milliards de francs guinéens. C'était ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum. À l'origine de cette affaire, un réseau d'individus qui auraient remis au planton de la BCRG 2 courriers destinés au retrait de cette somme faramineuse. Certains membres de ce réseau ont réfuté les faits qui leur sont reprochés. Ils sont poursuivis pour faux en écriture publique et authentique, détournement et recel des deniers publics. Au nombre de 8 personnes, 6 étaient dans le box des accusés ce lundi, ici au tribunal de première instance de Kaloum. Le premier prévenu est l'âge Amadou Djoulde Diallo, planton de la Banque centrale, timide à la barre, est revenu sur le film de cette tentative de détournement des 13 milliards. Saïdouba m'a appelé, il m'a remis le dossier. J'ai déposé le dossier à la pairie centrale. Après la signature, il a retiré dans un registre pairie central. J'ai trouvé M. Brahima Sori Condé à côté de Igar là-bas. Il dit donne-moi les OB. J'ai demandé à M. Brahima Sori Condé où il est original, puisque j'ai habité déposé aux finances là-bas. L'audience a démarré dans une ambiance tendue entre la défense, la partie civile et le ministère public. Et pour cause, le collectif d'avocats de la défense a soulevé des exceptions de nullité avant de demander au tribunal correctionnel d'annuler la procédure en cours. Il a exigé tout de même la comparution physique du ministre de l'économie et des finances en vue d'élucider cette affaire. Pour que le droit soit dit dans ce dossier, il faut obligatoirement que le ministre de l'économie et des finances ainsi que son staff comparaissent devant ce tribunal pour qu'il s'explique sur comment est-ce que leurs employés
on peut imiter leur signature. Le ministère public, au cours des débats de fond, a montré à l'auditoire la photocopie des 2 courriers déposés par El Hadj Amadou Diouldé à la pairie du Trésor. Pour le paiement de la somme de 530 522 500 francs en faveur du PGT, correspondant du Trésor, au titre de la régie d'avance accordée au ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Ça, c'est le premier courrier. Le second courrier porte sur le paiement de 6 milliards 870 796 812 francs guinéens en faveur de la société Makenel Prestation. Sur les 8 personnes impliquées dans cette affaire des tentatives de détournement, 2 sont en cavale. Ibrahima Sori Kondé et Sayon Kamara pourraient être jugés par contumace. Et je rappelle que vous pourrez suivre l'intégralité de cette audience sur Évasion Guinée. Suite du conflit domanial qui déchire la famille Silla à Bonfils et dans la commune de Matam, l'un des petits-fils de la grande sœur Aïcha Silla, dont la maison a été démolie la semaine dernière, a succombé dimanche à ses blessures. La victime, Ibrahima Sori Souma, âgé de 23 ans, ses parents dénoncent une action délibérément criminelle et réclament que justice soit faite. C'est un récit de Diao Bachir. Le conflit domanial qui avait tourné au vinaigre dans le quartier de Bonfi vient de faire une victime. Ibrahima Sori Souma, élève en terminale, petit-fils de Aïssata Silla, a succombé à ses brûlures dans la nuit du samedi au dimanche à l'hôpital national d'Onka. Des brûlures qu'il a subies suite aux affrontements entre ces 2 familles. Selon les parents de la victime, les enfants de Serou Silla auraient versé de l'essence sur le jeune avant de mettre feu sur son corps. Ibrahima Sori Souma, ayant le corps brûlé au second degré, n'a pu supporter la douleur. Son corps se trouve actuellement à la morgue de Ignasdine. Ses parents demandent que justice soit faite. Ce que j'ai à dire dans cette situation difficile, je lance un appel aux autorités et au président de la République pour mettre fin à ces genres de problèmes. Les autorités et le président doivent nous aider pour que ma mère récupère son terrain. Les gens qui ont commis ce crime doivent subir la rigueur de la justice devant tout le peuple. Une procédure judiciaire serait déjà engagée contre Serou Silla et ses complices. Le père de la victime, officier de son état, s'en remet à Dieu et sollicite l'intervention de ses chefs hiérarchiques et celle du président de la République. J'ai trouvé mon enfant à l'hôpital. Effectivement, il a été brûlé par le même sexe-là, ses enfants qui l'ont brûlé. Donc, dès que j'ai vu le sang sur mon enfant, il est brûlé jusqu'à 2e degré même. J'ai informé mes chefs militaires à Bata. Ils m'ont dit de ne pas faire l'histoire, de suivre l'autorité tout doucement. J'appelle mes chefs militaires, commencement mon commandant de Bata, ainsi que le ministre de la Défense et la population guinéenne, ainsi que le chef de l'État pour qu'ils puissent venir à l'aide, pour m'aider à trouver une solution dans cette affaire. Selon les informations recueillies sur place, quelques camarades d'école de feu Ibrahima Sori Silla auraient été arrêtés par les forces de l'ordre. La victime était âgée de 23 ans. Au chapitre des faits divers, accident de la circulation ce lundi matin à Dabondi au niveau de l'axe Bessia-Madina sur l'autoroute. Pas de perte en vie humaine mais des dégâts matériels importants. 2 taxis en provenance de Bessia se sont tous retrouvés dans les caniveaux. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Les explications avec Alpha Omar Bali. Plus de peur que de mal dans cet accident de la circulation survenu tôt ce lundi matin à Dabondi. 2 taxis de marque française, tous en provenance de Matoto, se sont retrouvés dans les caniveaux juste à hauteur de la station Total de Dabondi. On venait ce matin-là, moi j'étais devant, bon, mon ami là voudrait me doubler. Bon, moi je cherche à lui laisser la route, il m'a tapé derrière, je suis parti dans le fossé. Il voulait me doubler encore à droite. Le non-respect du code de route, l'excès de vitesse et l'indiscipline des chauffeurs de taxi dans la circulation routière sont entre autres les causes de ce énième accident. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce que nous retenons, c'est l'excès de vitesse qui est à l'origine de cet accident. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de blessés. Seulement les dégâts matériels qui sont importants, comme vous voyez déjà les véhicules dans le caniveau. Cet officier de constat à la police routière de Bonfi appelle une fois de plus les usagers de la route à faire preuve de responsabilité dans la circulation pour épargner la vie des passagers. D'être prudent, surtout vers les heures creuses, surtout à 7 heures. Les véhicules roulent, surtout ici c'est une ligne droite. Ils ne font qu'engager la vitesse.
c'est déplorable. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, les 2 taxis étaient encore dans les caniveaux. Autre facette de l'actualité, Conakry, jadis considérée perle de l'Afrique de l'Ouest, semble avoir perdu de son lustre et pour cause, la capitale est devenue au fil des années un réceptacle d'immondices de tout genre qui dégage, outre mesure, des odeurs nauséabondes préjudiciables à la santé des populations, une situation couronnée par un manque de politique environnementale pour la gestion des ordures. Ben Marsila. C'est un spectacle à ciel ouvert de pollution de l'air et de l'environnement auquel on assiste à Conakry. Partout, la fumée d'incinération des ordures se dégage dans les foyers, les dépotoirs, les marchés, mais aussi la fumée toxique des usines. À la décharge centrale de Concasser, située au cœur de la ville, où nous avons été agressés par les agents de la brigade verte sur l'instruction, selon eux, du gouverneur de la ville de Conakry, là, les riverains ne respirent plus de l'air pur. Le matin, il y a la fumée, le soir, donc ça nous dérange surtout dans les maisons. Il y a des personnes qui sont toujours allumées, il y a trop de moustiques, ça crée il y a beaucoup de personnes qui toussent par là, il y a beaucoup encore de mousse. Donc à Manza, il faut qu'on rentre dans les chambres, vraiment ça nous dérange. Conakry, autrefois considérée perle de l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui la capitale des ordures. La ville est envahie de déchets de tout genre. Sur la route Le Prince, l'une des principales voies de Conakry, la voie est mordue par les ordures de la décharge de Koza, Kankarefour. Ici, des bâtiments sont noircis par la fumée qui ne donne plus l'occasion aux riverains de rester dehors. C'est seulement la saison pluvieuse qu'on se retrouve un peu parce que là, il y a moins de trucs. Mais même là, il y a aussi le risque d'attraper la sale maladie de choléra. C'est vraiment gênant. Pendant la journée, je suis désolé, on ne peut pas se reposer. Vous n'osez même pas ouvrir les persières de vos fenêtres. C'est pas possible. Sinon, vous risquez d'héberger la fumée dans votre maison. À la cité Anko 5, que certains appellent même cité de pollution, les riverains font leur quotidien avec la poussière toxique que dégage l'usine Anko 5. La situation est inquiétante. Elle menace la santé des Conakrika en provoquant des maladies pulmonaires. Quelle politique environnementale pour réduire la pollution de la ville de Conakry? La question reste en suspense. La consommation abusive de la drogue semble être la principale source des problèmes mentaux chez bien des jeunes. À cela s'ajoutent des problèmes psychosociaux. Ils sont plus de 1000 à être admis chaque année au centre de psychiatrie de l'hôpital national d'Onka. Ils sont nombreux à se tourner vers les praticiens. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Adira Touba. Physiquement présents mais moralement absents, on les voit souvent déambuler dans les rues en marmonnant, les yeux hagards. Les malades mentaux. Ils sont au moins 1200 à 1300 à être reçus chaque année au service psychiatrique de Donka. Ils y sont soignés pour divers troubles. Ici, nous avons les pathologies psychiatriques qui se résument en les psychoses, les névroses, et nous avons aussi les troubles mentaux de l'épilepsie, et nous avons les toxicomanies et les autres problèmes psychosociaux qui se présentent lors des événements majeurs. Ces soins se résument en la chimiothérapie, en la psychothérapie et à la sociothérapie, c'est-à-dire leur réalisation dans l'environnement social. Et au niveau de la chimiothérapie, nous utilisons des médicaments, des molécules chimiques qui sont appropriées à leur traitement. Et à la direction qui nous reste pour la nourriture. La durée du traitement varie entre 4 à 7 semaines, selon le degré des troubles. Les adolescents et les jeunes adeptes aux stupéfiants sont les plus touchés par ce phénomène. Ils ont entre 15, 25 et 35 ans. À la sortie du service de psychiatrie, il arrive que ces jeunes fassent des rechutes. Ce n'est pas durant l'hospitalisation que tout peut se régler. Mais après, c'est la post-hospitalisation. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui fait appel d'abord à la motivation du malade, mais de sa famille. Il y a un rendez-vous qui est maintenu au moins une fois par semaine. Le malade est vu avec sa famille pour repréciser les questions de consommation, pour le mettre en garde par rapport à ses consommations. C'est ce qu'on appelait vraiment les psychothérapies de soutien.
Chaque année, la demande d'hospitalisation augmente, alors que cet unique centre de psychiatrie que compte le pays ne dispose que de 60 lits. En outre, le manque de local, de ressources financières et humaines qualifiées et le coût élevé des médicaments freinent la prise en charge des malades mentaux. Éprouvés moralement et financièrement, des familles à faible revenu se rabattent vers les guérisseurs traditionnels, comme Simbo la Sobérité, qui prodigue des soins depuis 27 ans. Nous connaissons des plantes qui peuvent éloigner les diables, les mauvais diables aux individus. Donc si quelqu'un a une telle maladie, on se réfère non seulement à son étoile, et puis aux arbres demandés, aux arbres conseillés. Vous comprenez? C'est presque la même chose que votre technologie là, mais seulement chez nous est purement naturel, traditionnel. Ces écorces-là sont cueillies par exemple, et puis pilées. Soit tu bouillis, tu laves la tête de l'intéressé avec. Il y a certains qu'ils peuvent boire, il y a certains qu'ils peuvent se masser avec. Dans tout travail, il y a l'impossibilité. Vous savez, quand tu traites 100 cas de maladie, tu trouveras que tu n'as pu faire que 80%. En plus des troubles mentaux dus à la drogue et à l'épilepsie, l'ASSO reçoit aussi ceux dus à l'envoûtement. Un envoûtement qui, selon lui, se traduit de diverses façons. L'envoûtement chez nous, ça se passe comment? La maladie provoquée par d'autres personnes. Quelqu'un qui fait du mauvais à son prochain et qui ne dit pas oui, c'est moi qui ai fait, il ne pardonne pas l'intéressé. L'intéressé peut aller chez quelqu'un pour rendre fou celui qui a fait. Ça peut se passer aussi par simple jalousie. Vous savez, il y a nos parents qui quittent ici, on était au même niveau de vie, ils vont à l'étranger, ils gagnent la chance. Et surtout aussi, il y a un phénomène que tout le monde connaît en Afrique, la polygamie. L'enfant de la deuxième femme réussit plus que les autres enfants. Les autres femmes seront obligées de freiner ta vie. Mais comment le faire? Il faut que tu sois malade. En Afrique, il y a des coins, il y a des cours d'eau. À partir de 19h, la femme qui est enceinte ne doit plus aller là-bas. Il y a des forêts que les femmes enceintes ne doivent pas fréquenter. Traitement traditionnel ou moderne, des patients disent y trouver leur compte. Alors, ne pourrait-il pas y avoir complémentarité pour pallier aux limites de chacun? La médecine moderne a pris sa racine dans la médecine traditionnelle, puisque tout ce que vous utilisez dans les hôpitaux sont les fruits de la brousse. Et nous sommes en contact direct avec la brousse. C'est ce qui fait un peu notre efficacité, puisque nos produits ne sont pas mélangés. Toutes les médecines sont là pour soulager. Mais le problème se situe à un certain niveau. Comment collaborer? Nous avons essayé, nous avons reçu des tradipraticiens, mais à un certain moment, il y avait eu un peu de déviance parce que eux, ils avaient commencé à traiter les malades avec nos molécules. Alors que c'était chacun qui devrait montrer ce qu'il savait faire et comment faire pour qu'il y ait une synergie d'action. Une fusion qui, selon certains, pourrait renforcer la politique du gouvernement dans la prise en charge de ces malades mentaux. Vous vous souviendrez que le 10 octobre prochain, le monde célébrera la journée mondiale de la santé mentale. En Guinée, elle sera couplée à celle de la toxicomanie. Le premier vice-gouverneur du district 403 A1 a présenté ce lundi les meilleurs vœux du Lions Club au peuple de Guinée. C'était au cours d'un point de presse. Georges Gandhi Faragé Tunkara a aussi rappelé la ferme détermination de la structure à poursuivre sa vocation qui est celle de venir en aide aux personnes en difficulté. Saran Kamara. Avoir la force, le courage et surtout les moyens en cette nouvelle année 2013, c'est l'un des vœux du premier vice-gouverneur des Lions de Guinée. Ce, afin de relever les multiples défis et servir les personnes en difficulté. En ce début d'année 2013, les Lions Club de Guinée se font par ma voix le devoir de présenter à la nation et au peuple de Guinée tout entier ses vœux les plus sincères et les meilleurs.
Avec l'élection prochaine à Brazzaville du premier gouverneur guinéen du district 403 à 1, la République de Guinée entend être la capitale du lionisme. Une opportunité de vendre l'image du pays. Pendant une année, l'hymne national de la Guinée résonnera dans les 9 pays du district. Et le tricolore guinéen sera hissé à chaque déplacement du gouverneur. Nous voulons que ce gouvernorat soit une fierté pour chacun d'entre nous. Pour ce faire, le soutien de tous les Guinéens en général et celui des pouvoirs publics au plus haut niveau en particulier sont souhaités pour assumer cette tâche. Par ailleurs, en cette année 2013, les Lions s'engagent de plus belle à servir sans rien en retour et venir en aide aux déshérités. Expliquer les problèmes auxquels est confronté le cinéma guinéen, telle était ce lundi la toile de fond d'une conférence de presse qui s'est tenue au Centre culturel franco-guinéen, animée par l'association guinéenne sur la critique du cinéma. Les membres de cette structure ont plaidé pour une politique de réforme du cinéma guinéen. Aminata Dionto Diallo. Valoriser le cinéma guinéen et donner plus d'importance aux produits locaux qu'étrangers dans l'objectif de rehausser le cinéma guinéen, telle est la mission que s'est assignée l'association guinéenne sur la critique du cinéma. Créée depuis 2008, cette association pense que le 7e art a perdu son identité en Guinée. Avec amour toujours, nous on croit que le cinéma guinéen continuera à vivre et s'épanouira un jour avec l'appui technique des bailleurs de fonds. Les conférenciers pointent un doigt accusateur sur les autorités guinéennes pour manque d'encouragement, d'accompagnement de production et de régulation pour le développement et la survie du cinéma guinéen. Nous, on ne peut pas vivre, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se développer sans cadre réglementaire. C'est pas possible. Nos cadres, qui se sont succédés depuis différentes années, ont péché peut-être par ignorance, par incompétence, ou peut-être par avidité, je ne sais pas, mais ils ont tué un système qui était mis en place. Il y avait des salles de cinéma dans tout le pays. Avant les années 2000, il y avait les étudiants comme Sano qui ont été les premiers à faire des films. Je me souviens de ça, au 8 novembre aussi, la queue était jusque dans la rue. Aujourd'hui, à l'UCN Sano, il en a produit 3-4 comme ça. Ils ne peuvent rien faire parce que rien n'a suivi après, il n'a pas été encouragé. Une formation débutera ce lundi sur la critique du cinéma. Une formation au cours de laquelle des films seront étudiés et analysés pour ressortir les points essentiels du cinéma africain en général et celui guinéen en particulier. En France, le nombre de spectateurs en salle était il y a 10 ans de 111 millions. Aujourd'hui, il a dépassé les 200 millions et il s'y maintient. Pour les conférenciers, la relance du cinéma serait un signal fort pour le développement de la culture guinéenne qui tend à s'éteindre à petit feu. Sur le continent, au Mali, les islamistes résistent. Ils ont repris la ville de Diabali à 400 km au nord de Bamako. Ils étaient convenus pour Paris qui a proclamé une guerre contre le terrorisme de stopper la progression des hommes dans Sardine et Dakmi. Explication. Avec le déploiement de 4 Rafales, le fleuron de l'aviation française, l'opération Serval connaît une montée en puissance. Et les résultats tangibles sont enregistrés. Ces avions de chasse qui ont décollé des Saint-Dizier ont détruit plusieurs cibles dans le nord du Mali avant de se poser à N'Djamena au Tchad. Le Conseil des ministres présidé ce lundi par François Hollande à Paris s'en félicite. Mais il reconnaît que la situation sur le terrain demeure particulièrement instable. Il reste un point difficile à l'ouest. Nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même autour des forces maliennes. En début d'après-midi, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a annoncé la prise de Diabali par les islamistes. La ville située à 400 km au nord de Bamako était contrôlée par l'armée malienne qui n'a pas pu faire le poids face aux groupes terroristes lourdement armés. Face à la forte résistance des djihadistes, le dispositif français va être renforcé et pourra passer de 550 à 2500 hommes déployés en partie à Bamako. Nous avons mis en place sur la partie sud du Mali
des forces au sol qui aujourd'hui secondent les forces maliennes dans leurs opérations. Le ministre malien des Affaires étrangères est arrivé ce lundi à Paris. Il vient remercier la France pour son intervention, une intervention qui bénéficie du soutien des États-Unis, mais aussi de plusieurs pays européens. La Grande-Bretagne, autre grande puissance militaire du vieux continent, a fourni à Paris 2 avions de transport de soldats et de matériel. De nombreux États africains annoncent l'envoi imminent des troupes au Mali. Sport, football, la grosse sensation dans le championnat de Ligue 1. L'Atlético de Coléa s'est incliné face à l'AS Baté Nafadji sur le score de 3-1. C'était lors de la 2e journée du championnat. Fodé Camara revient pour nous sur cette rencontre. Dès l'entame, les jaunes et noirs de Coléa se jettent à l'attaque et réussissent à marquer le but le plus rapide depuis le début de ce championnat. Œuvre de Jean Bousté juste après 1 minute et 40 secondes de jeu. Depuis, l'AS Baté Nafadji prend le match en main, se crée plusieurs occasions sans pour autant les réaliser. La mi-temps interviendra sur ce score d'1-0. À la reprise, les Bleus de Baté, plus sereins et beaucoup plus déterminés, mettent le pied sur l'accélérateur et obtiennent l'égalisation à la 56e minute, œuvre de Moussa Traoré, le dossard 23. Et puis, Kassori Kamara, le numéro 2, suite à une erreur défensive de l'Atlético de Coléa, marque le 2e but 5 minutes plus tard. Les joueurs de l'Atlético de Coléa, paniqués, n'arrivent plus à arrêter la machine bleue de Baté. Sonny Eberson est abattu dans la surface de réparation et l'arbitre siffle le pénalty. Ansoumane Balak, sans aucun problème, aggrave le score. Avec ce score de 3-1, les carottes sont vraiment cuites pour l'Atlético de Coléa. Si l'encadrement technique de l'AS Baté se contente de rendre grâce à Dieu, celui de l'Atlético fait le constat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Beaucoup de choses n'ont pas marché, surtout dans le secteur défensif. Nous avons laissé beaucoup d'espace à l'adversaire à un moment où on pensait maîtriser le ballon, le jeu. L'équipe de Baté a mérité sa victoire parce que tout simplement, ils ont cru jusqu'au bout. Et ils ont bien joué, ils ont bien entamé la 2e mi-temps. Avec cette victoire de 3-1, l'AS Baté Nafadji prend provisoirement la tête du championnat avec 6 points, 5 buts marqués, 2 buts encaissés, suivi du Orea Athletic Club de Conakry et du Félostar de l'Abbé. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site internet, le www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programme à notre compagnie et bonsoir chez vous.